Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation générale du corps humain. C'est une séance introductive d'à peu près tous les cours en biologie, puisque on va s'intéresser au corps humain avec une maquette et quelques principes de base, mais sans s'intéresser à un cas particulier. Alors, quand on parle d'organisation, on fait référence en biologie à une structure générale qu'on appelle l'organisme. Et qu'est-ce qu'un organisme finalement, si on y réfléchit? C'est un ensemble d'organes. En effet, je peux écrire que l'organisme là, c'est une structure complexe, mais composée de structures plus petites qu'on appelle des organes. Par exemple, moi je suis un organisme là et ma main, c'est un organe. D'accord ? Mais cet organe, il est lui-même composé de structures plus petites. Par exemple, ces mouvements sont dus à un tissu musculaire, ainsi qu'un tissu nerveux, ainsi qu'un tissu osseux qui me permet de faire tous ces gestes-là. Et c'est alimenté ça par un tissu sanguin. Donc, un organe est lui-même composé de plusieurs tissus. Et c'est quoi un tissu ? Si je prends le tissu sanguin, c'est un ensemble de cellules, tout simplement. Dans le tissu sanguin, je reconnais les globules rouges, les globules blancs et les petites plaquettes. Et puis j'ai en plus un liquide extracellulaire qu'on appelle le plasma sanguin ou le sérum, on dit aussi humeur. Donc un tissu, c'est un ensemble de cellules. Comme par exemple ce globule blanc que je dessinais là, avec des petites granulations visibles au microscope ainsi qu'un noyau qui est vraiment nettement visible. Et du coup, il y a une échelle encore plus petite que la cellule, c'est ce qu'on appelle les organites. Une cellule est un ensemble d'organites, comme par exemple le noyau, ou ici c'est granulation. Une cellule est donc composée d'éléments figurés, que j'appelle organites. Mais à l'intérieur d'un organite, je vois des taches de couleur que je peux faire apparaître avec des colorants, certains colorants, comme par exemple l'éosine, qui colore des structures visibles à l'intérieur du noyau. Du coup, on a appelé ça chromos ou chromosome, du nom de la couleur en grec. Et ces chromosomes, vous le savez, c'est de l'ADN pour l'essentiel, c'est-à-dire une grande molécule associée à des protéines. Et du coup, je peux dire qu'un organite, c'est aussi un ensemble de molécules, encore plus petits. Et je peux descendre encore en dessous, bien sûr, les molécules sont composées d'atomes. Pour le vivant, 4 atomes essentiellement CHO, donc le vivant c'est chaud, carbone, hydrogène, oxygène, plus un petit peu d'azote, N, donc le vivant c'est chaud ou c'est chon. Maintenant, on peut distinguer deux éléments dans cette organisation, c'est tout ce qui est vivant de ce qui ne l'est pas. Oui, parce qu'en effet, une cellule est vivante, un tissu, un organe et un organisme, ça c'est vivant. Par contre, les organites et les molécules ne sont pas vivants. On dit que la cellule est le plus petit échelon capable d'effectuer toutes les fonctions de la vie. Ça, c'est le premier théorème de la théorie cellulaire. Alors ici, j'ai la vie. En dessous, je n'ai pas la vie. Mais en fait, comment je fais pour savoir ça? C'est quoi la vie? Eh bien, la vie, c'est une capacité à se reproduire et à évoluer. Donc, si je prends une cellule et que je regarde cette cellule se développer dans le milieu et que je vois qu'à un moment donné, elle se divise en deux, c'est-à-dire qu'elle se reproduit, donc ici par mitose en fait, eh bien je peux dire que la cellule est vivante. Alors que si vous prenez un noyau tout seul, jamais il se reproduira. D'accord ? Donc la vie, c'est à partir de la cellule et jusqu'à l'organisme. Au fait, au-delà, je peux aussi augmenter. Un ensemble d'organismes, c'est une population. Un ensemble de populations, c'est une espèce. Un ensemble d'espèces, c'est un écosystème. Et l'ensemble des écosystèmes de la planète, c'est la biosphère en entier sur la planète. Mais aujourd'hui, on s'intéresse simplement à un seul organisme, le corps humain. Alors, avant de regarder tous ces organes à l'intérieur, on doit considérer une chose, c'est que les organes, là, ont des fonctions parfois communes. Et les biologistes, pour s'y retrouver, ont regroupé tous les organes dont la fonction était la même. Parce qu'en biologie, il y a une loi fondamentale, c'est qu'on ne sépare jamais structure et fonction. Oui, parce qu'une structure d'un organe, elle est conçue pour un type de fonction. Par exemple, tous les organes qu'on va voir avec la digestion sont regroupés sous le vocable système digestif. Le système urinaire, le système respiratoire, le système circulatoire,
tous ces systèmes accomplissent ce qu'on appelle les grandes fonctions de nutrition. Le système hormonal, nerveux, immunitaire et locomoteur assure les fonctions de relation avec l'extérieur ou l'intérieur. Et puis le système reproducteur, là, assure les fonctions de reproduction. Alors avant de retrouver tout ça là-dedans, juste un dernier détail, le corps est organisé dans l'espace en 3 dimensions. Et donc on considère, pour se repérer dans le corps, 3 grands axes. L'axe gauche-droite, celui-là, qui est toujours vrai même si je me retourne. Okay. L'axe avant-arrière, qui est celui-là jusque là derrière. Alors vous voyez que c'est pas tout à fait l'avant et l'arrière, en fait c'est quasiment le haut et le bas. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait nos ancêtres étaient quadrupèdes, donc leur avant était bien comme ça et leur arrière comme ça. Mais en se redressant, notre avant-arrière est devenu comme ça. Du coup on ne dit pas avant-arrière, on dit antéro-postérieur. Voilà. Donc cet axe-là, c'est l'antéro-postérieur. Et puis cet axe-là, celui-là, c'est dorso-ventral, qui est aussi toujours vrai si je me tourne. Et ce qu'on remarque, ça c'est très important, c'est que l'axe antéro-postérieur et l'axe dorso-ventral définissent un plan de symétrie bilatérale. Donc du coup, tout ce qui est à gauche est symétrique de ce qui est à droite. Autrement dit, j'ai 2 épaules, j'ai 2 oreilles, j'ai 2 yeux. Par contre, sur l'axe, j'ai qu'un seul nez, j'ai qu'un seul cœur, j'ai qu'un seul foie, etc. Alors on va maintenant regarder les organes au sein du corps humain qui aujourd'hui est une femme, mais tout ceci est amovible, je pourrais vous le remontrer en position masculine une prochaine fois. Alors on va prendre un exemple, le système digestif, et progressivement on va arriver jusqu'au système reproducteur. Alors on imagine, je suis un aliment et je rentre par la bouche au niveau de l'axe antérieur et je vais aller vers l'axe postérieur. Donc je suis d'abord mastiqué par les dents là et mélangé à la salive, je vais former ce qu'on appelle un bol alimentaire. Ensuite ce bol alimentaire doit passer dans un trou qui n'est pas celui qu'on voit apparaître ici en bleuté là derrière, qui s'appelle la trachée. Pour voir la suite, je vais enlever ici la cage thoracique. Ça, c'est une partie squelettique. Ce sont les côtes reliées à un sternum bien solide et qui protège un organe central et essentiel, c'est le cœur là. Le cœur qui est là derrière et les 2 poumons sont les organes nobles de la respiration et de la circulation. Alors regardez, ici j'ai 1 et 2 poumons. Ces poumons, ce sont les surfaces d'échange entre l'air et le sang. On ne respire que par là. Hein. Contrairement à une idée répandue, on ne respire pas par la peau. Quand on met sa main dans l'eau, il n'y a pas des bulles qui apparaissent. Alors, l'air et le sang s'enrichissent en oxygène et se débarrassent du dioxyde de carbone au niveau des poumons. C'est une surface extrêmement repliée, hein, c'est-à-dire qu'une surface comme ça, c'est une petite surface, mais une surface repliée comme ça, elle est très très grande. Les poumons, si je les déplie, ça donne plusieurs mètres carrés. Donc c'est une très grande surface d'échange. Juste derrière et bien au centre, vous avez le cœur. Le cœur, contrairement à une idée répandue, n'est pas à gauche. Sa pointe tourne vers la gauche, mais il est bien au centre. Alors ce cœur, si je l'enlève là, comme ça, on voit qu'il est constitué d'une pointe et de 2 oreillettes. Donc c'est comme quand on le dessine pour faire des likes, hein, en réalité. Ce sont les 2 oreillettes et la pointe du ventricule gauche, en réalité. Et ce cœur n'est pas le centre des émotions, et n'a rien à voir avec les gens qui tombent amoureux. En fait, le cœur, c'est une simple pompe. Ça peut faire 2 choses, le cœur. Ça peut faire... Voilà, c'est tout. Ça s'appelle systole et diastole. Et son rôle, c'est de pomper le sang vers tous les organes par l'artère aorte, là, qui va alimenter en oxygène et puis en glucose aussi, en hormones, en tout ça, tous les organes. Et la veine cave ramène le sang vers le cœur, là. Alors, au fait, nous, on cherchait, non pas la trachée, mais le lieu de passage du bol alimentaire. Alors, on le voit, il est là, en fait. Ici, derrière la trachée, vous avez un canal qu'on appelle l'œsophage. Et dans cet œsophage, les aliments transitent et vont passer cette limite-là qu'on appelle le diaphragme. Alors, le diaphragme, c'est la base des poumons et c'est ce qu'il faut déplacer pour prendre un maximum d'air. Si vous voulez faire une grande bouffée d'air, surtout ne faites pas ça, parce que sinon vous faites remonter le diaphragme justement. Au contraire, il faut repousser le diaphragme vers le bas, c'est-à-dire il faut faire ça. Ouais, ça fait un peu bizarre vu comme ça, mais l'idée c'est de repousser vers le bas les organes de la digestion pour augmenter la taille des poumons. Voilà, ça s'appelle au fait une respiration par le ventre. Voilà. Alors on passe le diaphragme
Et les aliments ne passent pas par là. Ça, c'est le foie qui se trouve du côté droit, là, comme ça. Ce foie n'est pas un lieu de passage des aliments. C'est un lieu de stockage du glucose, en particulier, ainsi que des toxines et tout. C'est pour ça que si on boit trop d'alcool, on abîme son foie. Les maladies du foie, c'est l'hépatite, c'est la cirrhose, ou c'est le foie gras, si on est un canard en hiver. Mais par contre, la crise de foie, ça n'existe pas. La crise de foie, c'est une inflammation de l'estomac, qui, lui, est un lieu de passage des aliments. Donc les aliments arrivent dans l'estomac, ça passe par là, par le pylore, là, comme ça, et à l'intérieur de cet estomac, le pH est très très faible, il est de l'ordre de 1,5 à 2, donc c'est très acide. La viande en particulier va être digérée par la pepsine gastrique. Par contre, l'estomac, c'est un morceau de viande finalement, et pourquoi l'estomac ne se digère pas lui-même? Je vous laisse cette question. Ensuite, les aliments passe là par ce petit conduit. On voit il y a plein de petits replis là d'ailleurs au fait, donc ça veut dire que la surface est encore très repliée à l'intérieur. Et on va rentrer dans un long tuyau, celui-ci, qu'on appelle l'intestin grêle. Alors quelle est sa longueur? Au Moyen-Âge, on s'en était rendu compte quand on punissait les gens de crimes de lèse-majesté. On déroule l'intestin, ça va atteindre à peu près la caméra, environ 3,50 m, et on a de quoi revenir jusqu'ici, et on va faire à peu près 7 mètres. Voilà, c'est la longueur de l'intestin grêle. Alors cet intestin, son but, c'est d'assimiler tous les nutriments issus de la digestion. Et on essaye de ne rien perdre, mais il y a quand même des pertes. Et ce qui est perdu doit être excrété ensuite, ce sont les excréments, ça passe ça dans le gros intestin. Alors le rôle du gros intestin, c'est de récupérer l'eau qui avait servi à la digestion, puisque la digestion, en fait, c'est une destruction par l'eau. On appelle ça de l'hydrolyse. Donc ensuite, il faut récupérer l'eau. Si on ne récupère pas l'eau à cause d'une bactérie, le choléra par exemple, et bien à ce moment-là, on a une immense diarrhée, qui parfois fait s'infecter un petit secteur qui se trouve ici, là. Alors je vous montre à l'envers pour que vous voyez. Ça, c'est l'appendice. Là. Quand ça s'enflamme, ça donne l'appendicite. Ça, c'est un petit résidu de l'évolution chez d'autres mammifères. Ça, c'est bien développé. Il y a plein de bactéries là-dedans. Bon, chez nous, ça sert à rien. En fait, c'est juste un résidu. Alors, ensuite, on va sortir par l'anus, mais bon, je vous montrerai ça après. Juste avant, on remarque qu'il y a d'autres structures là attachées, notamment ça. Ça, c'est le pancréas. Le pancréas a deux rôles. D'une part, il produit des enzymes pour la digestion, fonction exocrine. Mais d'autre part, il produit des hormones très importantes pour la régulation de la glycémie. C'est une fonction dite endocrine, donc le système hormonal. Alors, on dépose ça, et là, on va voir apparaître deux choses très importantes. Là, ici, ce sont les reins. Alors, quand on dit qu'on a mal aux reins, on n'a pas mal aux reins en réalité. On a mal aux muscles qui se situent au niveau des reins. Mais les maladies du rein, c'est tout autre chose. Ce sont les cystites, par exemple, les infections urinaires ou le calcul rénal qui est extrêmement douloureux. Un rein, c'est la surface d'échange entre le sang et l'urine. Alors l'urine, c'est un déchet azoté qui vient de la digestion des protéines et c'est très toxique. Alors du coup, il faut l'excréter absolument et obligatoirement en le diluant dans de l'eau. Donc c'est pour ça que ça s'associe à une perte d'eau. Et l'urine, elle passe dans un canal, là qu'on appelle l'urtère, et qui va aller vers la vessie. Alors, on va descendre encore d'une case, et là, vous allez voir apparaître devant vos yeux ébahis l'appareil reproducteur féminin ici, puisque au niveau de la vessie, j'ai aussi l'appareil reproducteur. Et on va ouvrir ça là, parce que là, cette poche, au fait, que vous avez là, c'est pas la vessie, c'est l'utérus, qui est entouré de deux ovaires, un ovaire là, et un ovaire là. Ces ovaires ne touchent pas l'utérus, ils sont en communication avec une trompe qu'on appelle ici la trompe utérine, là, et qui débouche là. Alors j'ouvre. Pardon, attendez. Ok, je couperai ça au montage. Donc c'est le bébé en fait, voilà. Le petit fœtus là, qui se trouve à l'intérieur de l'utérus, quand il est en place. Là, ici, vous l'avez à quelques semaines. Donc, c'est bien un fœtus parce que tous les organes sont développés. On voit la tête, les yeux, les membres et tout. C'est donc plus un embryon, simplement. Et ça demande que à grandir, c'est-à-dire à croître, pour devenir un petit homme, à ce stade. Le sexe est totalement indéterminé. Si je fais une échographie, là, je ne pourrais pas dire si c'est un garçon ou une fille. Au début, le sexe est commun. On en reparlera de ça. Alors, dans tous les cas, pour une femme,
quand l'utérus se remplit d'un petit et grandit, il y a un problème, c'est le problème de place. En effet, la vessie, elle est juste en dessous, là. Du coup, si mon bébé grandit, j'ai plus de place pour la vessie et du coup, on a envie d'uriner à peu près tout le temps. Au fait, chez la femme, l'orifice urinaire qui se trouve ici est typiquement séparé de l'orifice génital qui se trouve là, avec le vagin, là, qui arrive ici au col de l'utérus, là, et communique avec l'embryon si on a un. Ça veut dire qu'on a une séparation stricte de l'appareil ou le système urinaire et le système reproducteur. Ça, c'est pour empêcher que le petit soit envahi par l'urine. Alors que chez l'homme masculin, les deux fusionnent à la fin. Je vous remontrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, et ici vous avez au fait l'anus, c'est-à-dire l'orifice digestif, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez la plupart des animaux, c'est ce qu'on appelle la papille ano-urogénitale. Voilà, on a fait le tour d'horizon du corps humain. Dans une prochaine séance, on va faire un focus sur le dernier des systèmes, le système reproducteur, en s'intéressant pour commencer à la femme. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur 10 minutes.